Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Madame, Messieurs, bienvenue. Voici les titres du journal. À suivre dans cette édition, les différentes activités liées à la célébration ce mardi 10 décembre, la journée internationale des droits de l'homme. Et puis lancement à Brazzaville du financement des projets générateurs de revenus en faveur des ménages pauvres dans le cadre du projet Lisungi Filets sociaux. Enfin, la démédicalisation du dépistage du VIH-Sida au centre de la télé ouvert ce mardi à Brazzaville. Les détails dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue à tous. Nous démarrons dans le département de Pointe-Noire où les marchés de la capitale économique sont peu approvisionnés en poissons haringues, communément appelé makwala. Depuis un certain temps, trouver du haringue frais à bon prix devient, on va dire, mission impossible pour de nombreux ménages. Les commerçants en font de gorge chaude. Le constat de Demontez Mavungu, héritier Itoa. Une pénurie périodique de poissons est observée dans les différents marchés de la ville de Pointe-Noire. Ici, par exemple, nous sommes au marché de l'OCH dans le premier arrondissement Emery Patrice Lumumba. Un marché où convergent grossistes et détaillants pour s'approvisionner de cette denrée beaucoup consommée par les Pontenégrins friands des aliments bio. Poissons mis à leur disposition par les sociétés de pêche, dont la société chinoise. Le poisson haringue, communément appelé makwala, beaucoup consommé par les Pontenégrins, se fait de plus en plus rare. Même les pêcheurs béninois spécialisés dans la capture du haringue le trouvent à contre-gouttes. C'est dans la période de rareté que l'on crée la spéculation sur le marché, reconnaissent les grands économistes. Le Congo, déjà plongé dans la crise économique, ne laisserait pas, par les services compétents, les citoyens vivre les caprices des pêcheurs et surtout ceux des commerçants profito-situationnistes. D'après certaines langues, le haringue présent sur le marché proviendrait du Cabinda. Voilà la raison principale de la hausse de son prix. Une rareté dans toute chose n'est pas bonne. Alors s'il y a rareté pénurie, ça pose des problèmes aux commerçants et plus bas aux acheteurs. Et ça pose des problèmes à tout le monde, tous ceux qui doivent utiliser ou manger ce poisson. Parce que le poisson est tellement bio que nous avons besoin de ce poisson. Il faut que l'État puisse regarder sa côte. Nos côtes ne sont pas surveillées. Chez nous, la côte n'est pas fermée. Tous les jours on pêche. La chasse de fois, on la ferme, mais la pêche, jamais on l'a fermée. L'Angola qui a une côte plus vaste que la nôtre, eux ils ferment quelquefois. Ces poissons-là sortent de l'Angola. Comme c'est un poisson immigré, il sort de l'Angola. Ou quelquefois dans les zones interdites. Les bateaux ne peuvent pas y accéder. Parce que s'ils y vont, ils vont échouer. C'est les pirogues qui accèdent, qui vont chercher. Mais une pirogue nourrira combien de gens dans un pays? La pirogue peut contenir combien de tonnes? C'est dommage. C'est dommage et ça nous amène presque à une mort. Si aujourd'hui on vous dit que la caisse, elle va de 20 000 francs, de makwala, le makwala quand même c'est parmi les poissons les plus bas de la basse classe. Bien que plus utilisé, mais par ceux qui n'ont pas d'argent. S'il est beaucoup utilisé, parce que les gens n'ont pas d'argent. La sole est moins utilisée parce qu'elle coûte cher. Et le makwala qui devrait coûter moins cher, effectivement, aujourd'hui est en train d'escalader à 20 000. Une caisse de makwala à 20 000. Le panier de la ménagère devrait retrouver son équilibre à travers la vigilance des agents du service de commerce et de la répression des fraudes commerciales. Le poisson est l'un des aliments les plus consommés par les Pontenégrins. Puisque nous parlons de rareté de poissons à Pointe-Noire, eh bien restons dans ce Landry Moulumbu, notre bureau de Pointe-Noire. Au bas-fond de la zone industrielle de Songolo est créé, par la volonté concertée des pêcheurs congolais et étrangers, un quartier de pêcheurs dit 10-14 situé à l'embouchure du cours de Songolo avec l'océan Atlantique. Ici vivent près de 200 couples confinés dans des maisons en planches éclatées qui pratiquent au large de la mer la pêche artisanale leur permettant de faire de cette activité lucrative un gagne-pain permanent d'autosubsistance et de vente de poissons dans les marchés urbains. Des couples confrontés aux aléas du site en proie aux inondations pendant la saison des pluies. Bravant la nature, ces derniers vaquent au quotidien
à leurs occupations halieutiques de fumage et de pêche dans les eaux de la mer. Devant les difficultés de traverser d'un domicile à un autre, des digues de passage ont été érigées comme des ponts de fortune. Sans fourniture pérenne d'électricité au bas-fond de cette zone industrielle, ce complément de pêche marécageuse baignerait dans une obscurité d'encre. Entre-temps, la saison sèche vient souvent effacer temporairement le décor repoussant de ce quartier, prenant l'allure d'une zone en défense. Des zones en défense non codifiées de la ville de Pointe-Noire, donnant lieu aux occupations anarchiques des citoyens qui les considèrent comme des parcelles acquises pour défier les autorités urbaines et foncières. Et puis c'est ce 10 décembre que l'humanité a célébré la journée internationale des droits de l'homme sous le thème « La jeunesse se bat pour les droits de l'homme ». À Brazzaville, la cérémonie officielle s'est déroulée à la place des droits de l'homme sous le patronage du ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Angémé Wilfried Bininga, Giscard Maungu et Vrada Mungondo. La place des droits de l'homme a bien porté son nom. Elle a servi de cadre pour la cérémonie commémorant les 71 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Journée internationale des droits de l'homme. Pour cette année, les jeunes sont mis en exergue et le thème de la journée leur est consacré. La jeunesse se bat pour les droits de l'homme. D'ailleurs, à la cérémonie, le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse était là et a reconnu que la jeunesse doit prendre conscience des réalités des droits de l'homme. Au moment où nous célébrons la Journée internationale des droits de l'homme, il est nécessaire d'encourager notre jeunesse à la prise de conscience afin de profiter des ressources mises à sa disposition. Elle peut s'approprier par exemple de l'outil Internet et l'utiliser à bon escient pour son épanouissement et pour une meilleure jouissance de ses droits. Germain Sefa Sewangi du Conseil consultatif de la société civile a aussi encouragé tout le monde pour que la question des droits de l'homme cesse d'être que des contours juridiques pour être une réalité sociale. D'ailleurs, 600 jeunes formés seront déployés sur le terrain pour la sensibilisation de proximité sur les questions des droits de l'homme. 100 000 prospectus ont été fabriqués. Après la cérémonie, les ONG agissant dans le cadre des droits de l'homme ont ensuite pris place dans des clusters. Droits de l'homme a donné également lieu à des réunions de réflexion organisées par des défenseurs des droits de l'homme visant à mutualiser les efforts pour amener le Congo à faire davantage de progrès sur les droits de l'homme. Armand Sanza. À Brazzaville, la Journée internationale des droits de l'homme a été célébrée au siège de la Maison de la société civile. Une rencontre qui a donné la possibilité aux défenseurs des droits de l'homme de réfléchir sur les stratégies possibles visant à conjuguer les efforts entre le gouvernement de la République et la société civile pour amener le Congo à faire davantage de progrès en matière des droits de l'homme. Cette célébration, c'est aussi l'occasion de faire le point, d'analyser le parcours, de souligner les forces et faiblesses pour tirer des leçons utiles. Nous pourrons tous nous convenir que l'adoption le 10 décembre 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été une étape décisive dans le long processus historique de la reconnaissance de la valeur propre à la personne humaine, homme, femme, enfant, qui se voit reconnaître des droits sans discrimination de race, de religion et de culture. Le 10 décembre, c'est aussi l'occasion de penser aux victimes de toutes les formes de violation des droits de l'homme à travers le monde. Le 10 décembre, oui, c'est aussi l'occasion, quels qu'en soient les résultats de nos constats, de rappeler à la conscience de tous que les principes fondamentaux contenus dans cette déclaration sont si nobles. Appuyant les propos de Cephas Iwangi, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Valère Gabriel Etika, a rappelé les missions assignées à son institution.
La Commission nationale des droits de l'homme est un organe de suivi de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Dans le domaine des droits de l'homme, elle constitue un espace de consultation, de dialogue entre les citoyens, les pouvoirs publics et la société civile. La loi est donc très explicite en ce qui concerne la mission principale de la Commission nationale des droits de l'homme, qui est définie comme un espace de consultation, de dialogue entre les citoyens, les pouvoirs publics et la société civile en matière des droits de l'homme en République du Congo. Dans cette optique, la Commission nationale des droits de l'homme est appelée à jouer le rôle de cadre de concertation entre les autres institutions de la République et la société civile dans son domaine précis qui est la promotion et la protection des droits de l'homme. La jeunesse congolaise, elle aussi, s'est impliquée dans la protection et la défense des droits de l'homme. Elle se battra toujours pour que les droits de l'homme soient respectés dans notre pays. Pour conclure, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Valère Gabriel Eteka, a demandé aux partenaires de se mettre au travail, d'être sérieux et d'œuvrer dans l'excellence et avec application pour rendre concret cette ambition concernant l'implication des jeunes dans la défense des droits de l'homme au bénéfice du peuple congolais. Pour rappel, la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme a été instituée le 10 décembre 1948 par les Nations Unies. Retenez également que le rapport du développement humain 2019 est déjà disponible. Il sera publié en janvier 2020 en attendant la version française. L'annonce a été faite à Brazzaville au cours d'une conférence de presse. Giscard Maungu et Vrad Mungondo. Des inégalités dans le monde existent toujours, même si elles sont plus resserrées. De nouvelles générations des inégalités apparaissent même, et le rapport 2019 du développement humain les pointe dans l'éducation, la transformation technologique et les changements climatiques. C'est Francis Andrianarison, économiste principal au PNUD, qui a résumé ce rapport de développement humain 2019, un rapport intitulé « Au-delà des revenus, des moyens et du temps présent ». Les inégalités de développement humain au XXIe siècle. Dans celui-ci, les inégalités sont analysées en 3 temps, au-delà des revenus, au-delà des moyens et au-delà du temps présent. Au-delà des revenus, par exemple, le rapport enseigne sur les investissements dans la petite enfance et tout au long de la vie, car les inégalités commencent même avant la naissance. Sur l'égalité des sexes, les tendances montrent qu'il faut 202 ans pour combler ne serait-ce que l'écart économique entre les hommes et les femmes. Pourquoi en fait s'intéresser aux inégalités? Le rapport disait que pour appréhender en fait cette question des inégalités au développement humain, le rapport suggère qu'il faut aller au-delà des revenus, des moyennes, les moyennes que vous savez très bien, qui s'intéressent surtout aux indicateurs synthétiques classiques de développement humain. Mais au-delà de ces questions des mesures, il faut aussi aller plus loin dans le temps parce que les inégalités, ça évolue dans le temps. Ainsi donc que ce rapport appréhende les inégalités de développement humain à travers donc disons un nouveau cadre, un nouveau prisme qui s'interroge sur celles qui prennent de l'importance aujourd'hui, mais aussi de regarder les différences observées entre les pays. En attendant la publication du rapport dans sa version française en janvier 2020, la représentation du PNUD a tenu à faire ce point. Certaines inégalités sont à l'origine des vagues de manifestations à travers le monde et le rapport est bien optimiste. Ces inégalités ne sont pas sans solution, heureusement. Ouverture ce mardi à Brazzaville des travaux de l'atelier de formation destiné aux pères éducateurs de l'Association des jeunes positifs du Congo et des autres associations actives de Brazzaville. De quoi s'agit-il exactement? La réponse dans ce reportage de Gertrude Gomabayi, Irma Okonziou et Jorès Ikomba.
à 3,12%. C'est le taux de prévalence du VIH au sida en 2017 selon l'ONU-SIDA. Chiffre qu'il faut revoir à la baisse pour atteindre les 3,90 d'ici 2030, conformément au et le faible accès aux services de dépistage, alors que le dépistage demeure à n'en point douter la première étape dans la réponse au VIH. Face au VIH, du Congo AJPC en sigle, propose une approche innovante, le dépistage communautaire démédicalisé, une première au Congo. Une approche qui permettra de trouver le VIH où il se cache et dont les avantages sont ici énumérés par Jeanne Gapia, présidente du comité de pilotage de la plateforme Afrique de l'Est et du Centre, la PAS. Le dépistage communautaire démédicalisé, c'est important parce que on avait l'habitude de voir les structures attendre les gens venir. Mais le dépistage communautaire démédicalisé, c'est un changement de pratique parce que maintenant nous allons vers les communautés et c'est avec les communautés. Et nous savons qu'aujourd'hui on dit on ne peut plus continuer à travailler comme avant, il faut changer. Faire autrement. Le faire autrement, c'est le dépistage démédicalisé parce qu'il n'y a pas mieux que l'accompagnement des pairs. Il y a des populations clés que nous savons qui parfois ont peur de venir dans les structures. C'est avec les pairs qui peuvent aller les voir, les joindre là où ils sont à l'aise et les dépister, en sachant que la porte d'entrée de la lutte contre le sida, c'est le dépistage. Vivre avec le sida est possible, en témoigne cette Burundaise séropositive depuis 33 ans. Elle parcourt le monde pour parler de l'implication des communautés professionnelles du sexe, homosexuels et personnes vivant avec le VIH dans le processus du dépistage, d'où son plaidoyer auprès du gouvernement congolais à poursuivre l'assistance aux communautés afin d'espérer éradiquer le sida d'ici 2030. Ces travaux, qui rassemblent des experts camerounais, burundais et locaux, visent le renforcement des capacités des pairs éducateurs qui, à leur tour, transmettront aux membres de leur communauté. La JPC fait partie de la PAS. Elle veut, à travers cette activité, mettre en musique les lignes directrices nationales validées par le Congo en 2018, a indiqué Fleury Pasaka, le coordonnateur de cette plateforme. Annoncé par le président de la République le 29 décembre 2018 devant le Parlement réuni en congrès, le financement de 8000 projets générateurs de revenus a été rendu effectif dans le cadre de l'exécution du projet Lisungi Filets sociaux. Ce mardi, le Premier ministre Clément Mwamba a procédé au lancement officiel des activités génératrices de revenus au profit de 5210 ménages bénéficiaires des départements de Brazzaville et du Poula, Evarti Kasumba, Chanel, Kifuni. La remise officielle de vouchers par le Premier ministre Clément Mwamba à cet échantillon de ménages vulnérables lance l'opération de financement de 8000 projets générateurs de revenus auprès de ces familles. Objectif, rompre la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Les récipiendaires se sont donc présentés au guichet pour percevoir la première tranche sur la base du plan d'affaires. Je constatais d'abord, les mandariniers commencent à disparaître dans ce pays. Pour bouffer la mandarine là, ça nous coûte cher. Même les petits fruits. Donc moi, j'ai pensé dans ma vision, automatiquement lancer l'activité en base de la station fruitière. Il y aura des papayers, il y aura du corossier, il y aura tous les genres de fruits, j'ai envie de les planter. Donc le Sungi a vu mon dossier, il a dit non, ça c'est un monsieur qu'il faut aider. C'est pour ça qu'ils m'ont pris. Ils sont en train de m'aider. C'est un bon projet, surtout pour la population pauvre. C'est-à-dire ceux qui ont des idées, qui n'ont pas de moyens de faire ce qu'ils pensent. Vraiment, les souvenirs vraiment bien arrivés. J'ai reçu ce qu'ils m'ont promis, bien que presque la moitié, mais ça va déjà. Moi j'ai un projet, c'est la vente de boissons, de grillades.
À Brazzaville, 4 795 ménages vulnérables vont bénéficier de cette allocation financière du projet Lisungi. À ce jour, 7 403 micro-projets ont été déclarés éligibles à la première tranche de financement au niveau de Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire. Le coût d'un micro-projet est à plafonner à 250 000 francs CFA. Peu avant, Antoinette Nzinga-Nzondo, ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, est revenu sur l'importance de ce projet Lisungi, dit système de filets sociaux, qui selon elle est une des composantes de la politique nationale d'action sociale et du plan national de développement 2018-2022. Le projet Lisungi vise à fournir une assistance financière aux ménages pauvres et souffrant d'insécurité alimentaire afin d'augmenter et de stabiliser leur consommation tout en protégeant le capital humain, a-t-elle déclaré. Depuis le 7 juillet 2015, date du premier paiement jusqu'à ce jour, ce sont 9 785 ménages qui ont bénéficié d'une enveloppe globale de 4 886 375 500 francs CFA, ce qui représente 45 923 opérations effectuées au guichet de la banque au titre du projet Lisungi. Allez, on passe à la politique. Le congrès fédéral du Parti congolais du travail du département de Pointe-Noire a été ouvert lundi par Firmin Aïssa, premier vice-président du comité préparatoire du 5e congrès ordinaire du PCT. Jean-Pierre Février de notre bureau de Pointe-Noire nous en dit long dans ce reportage. Une ouverture du congrès fédéral du Parti congolais du travail Pointe-Noire ayant pris l'allure d'une fête, présidé par Firmin Aïssa, premier vice-président du comité préparatoire du 5e congrès du parti, dans une salle du forum Bongi qui a fait le plein des militants, cadres et sympathisants du Parti congolais du travail, des quartiers et arrondissements de la ville. 3 temps forts ont marqué la cérémonie d'ouverture. Le mot de bienvenue du président fédéral PCT Pointe-Noire, Victor Foudi, après un rappel des assemblées généraux de sa fédération, a fait un hommage déférent au président Denis Sassou Nguesso, suivi du mot d'ouverture du premier vice-président du comité préparatoire au 5e congrès, Firmin Aïssa, qui, en recadrant le sens donné au 5e congrès, exhorte les congressistes de la fédération particulièrement rude. Et dans un contexte politique où notre parti se prépare à l'élection présidentielle de 2021, ce congrès, disais-je, doit disposer le Parti congolais du travail à mieux jouer son rôle d'aiguillon de l'action publique pour accompagner efficacement le gouvernement dans ses efforts de redressement de l'économie nationale pour une satisfaction optimale de la demande sociale. C'est dire combien la responsabilité des congrès fédéraux, en l'espèce celui de la fédération du PCT du département de Pointe-Noire, est sans mesure dans la structuration de l'orientation du prochain congrès et par conséquent dans le devenir du Parti congolais du travail. Je vous invite donc à la rigueur et à la dextérité dans vos analyses afin que les propositions qui sortiront de nos assises soient de nature à apporter à notre parti un surcroît d'efficacité dans l'action. Je vous exhorte à un examen froid mais responsable de l'ensemble des dossiers soumis à votre appréciation. Le 3e temps de la cérémonie, le bain folklorique à l'honneur du chef de la délégation nationale au Congrès fédéral de Pointe-Noire. Ouvert le lundi 9 décembre 2019, les travaux du Congrès fédéral du département de Pointe-Noire prendront fin le mardi 10 décembre 2019 en fin d'après-midi. Les travaux du congrès fédéral du PCT Niari ont été ouverts ce mercredi à Dolisie. Notre reporter Christine Mathiona est sur place, a suivi sa correspondance.
Ce congrès fédéral PCT Niari qui s'est ouvert ce mardi à Dolisie devra se pencher sur le rapport bilan de la Fédération Niari et sur l'examen et adoption des documents techniques du 5e congrès ordinaire issu du comité central, mais aussi une occasion de désigner les délégués fédéraux au congrès national qui va se tenir à Brazzaville du 27 au 30 décembre prochain. Une activité qui va s'accoupler aux 50 ans d'existence du Parti congolais du travail. Et aujourd'hui, lors de l'ouverture de ce congrès à Dolisie, Joseph Mbossa, membre du bureau politique et secrétaire permanent délégué national pour le Niari, a mis l'accent sur la tolérance à ces assises qui est un cadre d'échange et d'analyse qui regroupe de nombreux militants du PCT venus de tous les districts du Niari. Ici, on note la présence des militants venus de Mutampa par exemple, Mosenjo, Yaya, Nyanga, Mayoko, Merci à toi, Christine Matsoni. Ouverture à... Le travail, des précisions avec Donald de Goma. Les experts du pôle énergétique de l'Afrique centrale en conclave à Brazzaville. Dans le cadre de cette session de Brazzaville, axée sur la gouvernance et la mise en œuvre efficiente du mandat de grande envergure dévolu à notre organisation intergouvernementale, votre comité est appelé à évaluer l'exécution du plan d'action et du budget 2019, examiner et adopter le projet du plan d'action ainsi que le projet du budget 2020 et de suggérer au comité de direction du PEAC, qui va se réunir dans 2 jours, juste après les présentes sessions, des décisions stratégiques, tactiques et opérationnelles devant instruire les diligences du secrétariat permanent du pôle énergétique de l'Afrique centrale dans le cadre de ses attributions communautaires ainsi que celles inhérentes à la coordination et au développement du secteur électrique africain. Le secrétaire permanent du pôle énergétique de l'Afrique centrale et d'instruire de manière appropriée les diligences du secrétariat permanent du PAC pour la mise en œuvre efficiente du mandat de grande envergure qui lui est dévolu. Bien avant, le directeur commercial de la Société Énergie électrique du Congo a précisé que le comité des experts aura également à passer en revue le portefeuille des projets du PAC, à savoir les projets intégrateurs prioritaires et les projets du programme d'électrification transfrontalière, qui sont des puissants vecteurs de développement et à la fois social et économique de la sous-région. Les rapports d'exécution du plan d'action et du budget 2019, ainsi que le projet du plan d'action et le projet du budget 2020 seront également au menu de ces retrouvailles. Les lampions de la 3e édition de la foire au plan, initiée par le ministère en charge de l'économie forestière, se sont éteints sur une note globalement satisfaisante. Pendant 36 jours, 53 horticulteurs locaux ont procédé à des visites guidées et à l'exposition-vente des plants dans l'objectif de valoriser, entre autres, la production locale. Armel Kesson-Zinganyuko nous fait le point. On s'était habitué à cette exposition de plans dans l'enceinte du ministère de l'économie forestière qui était devenu lieu d'échange entre les acheteurs, vendeurs, visiteurs et autres curieux. Organisé sous le thème « J'achète un plan pour mon avenir et celui de la planète », j'achète un plan et je participe à la journée nationale de l'arbre, cette 3e édition s'est révélée plus concluante que les 2 premières. De manière globale, on estime à près de 21 millions de francs CFA les ventes réalisées dans les 4 villes où s'est déroulée la foire.
Brazzaville s'étant taillé la part du lion avec 18 170 000 francs CFA, suivi de Pointe-Noire avec 2 460 000 francs CFA, Oyo avec 1 330 000 francs CFA et Dolisie fermant la marche. Les statistiques provisoires révèlent que les 4 sites ont connu la visite de 12 103 personnes de toutes couches sociales, aussi bien de Congolais que d'expatriés, qui ont été accueillis par jour dans les 4 sites d'exposition vente des plants, et dans 3 476 à Brazzaville, et 3 346 à Pointe-Noire, 346 à Dolisie et 639 à Oyo. L'analyse des données sur le plan ACT permet de constater que les espèces fruitières conformément aux orientations données à cette édition occupent un pourcentage de 53%. Tous les sites, Brazzaville, Oyo, Dolisie et Pointe-Noire s'alignent sur cette tendance globale de vente, en commençant par les fruitiers puis les forestiers. Véritable moment de visibilité pour ces exposants qui n'ont pas manqué de remercier le ministre de l'économie forestière pour ce cadre à eux gracieusement offert. Liant la parole au geste, quelques plants d'arbres et d'autres espèces forestières ont été donnés à Rosalie Matondo. Attestation de participation de différents pépiniéristes, photos de famille, tous les ingrédients étaient réunis pour immortaliser cette cérémonie. Bruno Jean-Richard Itoa, ministre de l'Enseignement supérieur, a procédé à l'ouverture du séminaire atelier portant sur le triptyque université, école, entreprise. Cet atelier est organisé par l'Agence universitaire de la francophonie en partenariat avec l'SGAE, nous dit Morel Mabéli. Préoccupé par la qualité, l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, en partenariat avec l'École supérieure de gestion d'administration et des entreprises, ESGAE, organise un atelier sur le triptyque université, école, entreprise. ESGAE est le premier établissement privé d'enseignement supérieur à avoir un agrément définitif et dont les diplômes sont accrédités par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. 2 jours durant, les étudiants et les enseignants de l'ESGAE vont échanger avec les professionnels du monde du travail, les universitaires et les chercheurs. Pour le représentant de l'AUF Congo, Achille Benjamin Sampa, cette activité s'inscrit dans la stratégie quadriennale 2017-2021 dont s'était doté l'AUF à Marrakech en 2017. Cette stratégie a pour but d'apporter des réponses aux triples défis auxquels sont confrontés l'espace universitaire francophone en général et les établissements du Congo en particulier. On peut citer entre autres la qualité, l'employabilité et le devenir professionnel et social de nos diplômés, le rôle de nos établissements dans le développement global et durable. Cette cérémonie, la première du genre à l'ESGAE, a connu la présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoa, qui a indiqué que le triptyque université, école, entreprise doit contribuer à renforcer l'adéquation formation-emploi, levier indispensable pour gagner la bataille de l'employabilité. Rapprocher le système éducatif de l'entreprise. Solution aux besoins en ressources humaines et en compétences de ces entreprises. Nous avons en création un fonds de développement de l'enseignement supérieur, dont l'une des missions est justement de construire des réalités des entreprises à ses futurs chefs d'entreprise et travailleurs. Le directeur général de l'ESGAE, le professeur Roger Armand Makani, est très ravi de ces rencontres qui rapprochent ses étudiants du monde du travail. La formation universitaire
Mali, un représentant de la mission de l'ONU a été démis par la MINUSMA et déclaré persona non grata par Bamako. C'était après des propos qui ont été interprétés comme une stratégie. Au Gabon, l'opposant Jean Ping, candidat malheureux à la présidentielle de 2016, a dénoncé Merci de votre attention. C'est la fin de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'info en direct sur DRTV, c'est ce mercredi 14h dans une présentation de Léonie Tsoumou. À bientôt.